Podcast La Première. Tout autre chose. Martine Tornum. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur La Première. Aujourd'hui, dans Tout autre chose et jusqu'à 11h30, nous allons nous pencher sur les actions des CREAVES et nous allons aussi nous intéresser à la sauvegarde des espèces en Belgique. Alors, on va parler biodiversité, on va parler protection de cette biodiversité. On va surtout tenter de découvrir et d'apprendre quels sont les gestes tout simples, vraiment à la portée de tout un chacun, qui permettront de mieux protéger cette biodiversité dont on sait qu'elle est en péril, dont on sait qu'elle est en danger. 02 737 26 06, c'est le numéro de téléphone que vous composez et c'est Sandra Veras qui vous accueillera à ce numéro. C'est à elle que vous posez vos questions, c'est à elle également que vous donnez vos interpellations, vos témoignages. Par courriel, vous tapotez tout autre chose, @rtbf.de, et puis par SMS, c'est au 3051 que vous nous envoyez vos bafouilles, et cela vous coûte 50 centimes le message. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités pour cette émission aujourd'hui. Sandrine Léjoie, bonjour. Oui, bonjour. Alors Sandrine Léjoie, vous êtes attachée au service public de Wallonie, à la direction, je vais dire tout le titre, mais je le dirai une fois, direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, et vous travaillez au département de la nature et des forêts. Tout cela est exact? C'est exact. Absolument. Et puis nous avons également à nos côtés Daniel Marlier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gestionnaire d'un CREAVES, le CREAVES de Manuy-Saint-Jean, le Clos de l'Olivier. Avant toute chose, je pense que ce n'est pas inutile de rappeler ce que signifient ces lettres CREAVES. C'est quoi un CREAVES? Et parlez bien en face du micro, s'il vous plaît. Mais CREAVES veut dire Centre de revalidation pour les espèces vivant à l'état sauvage dans nos contrées. C'est pour ça qu'on dit CREAVES. Et ça concerne plus ou moins combien d'espèces? Toutes les espèces qui vivent dans nos contrées, à l'état sauvage, bien sûr. D'accord. Et notre but, notre fonction, sert à donner une deuxième chance aux animaux qui rentrent dans nos centres, soit qui sont malades, blessés ou juvéniles, abandonnés par les parents. Et notre travail consiste à les revalider, leur donner une deuxième chance pour reprendre leur habitat, leur vie dans leur habitat. Alors vous vous occupez d'un CREAVES depuis combien de temps, vous, Le personnellement? CREAVES, c'est depuis 98. Est-ce que vous avez vu une évolution, une augmentation des animaux qu'on vous apportait, ou c'est assez stable? Non, il y a une Depuis évolution progressive. Quand nous avons commencé, nous avions une centaine d'entrées. Maintenant, on est entre 1200 et 1300 entrées. Ah oui, c'est quand même énorme. Pour notre centre, c'est beaucoup. Il y a des centres qui ont plus d'entrées. Tout ça, ça dépend de l'implantation, ça dépend de l'endroit où ils sont. Nous sommes dans un milieu rural, dans la région de Mons. Et les gens commencent à devenir très sensibles à la nature, et quand ils vont promener ou quand ils vont au travail ou quand ils reviennent du travail, ils voient un animal en difficulté, eh bien ils le récupèrent, ils nous l'apportent. Et dans notre centre, nous avons la chance d'avoir 3 vétérinaires, jeunes vétérinaires qui sont motivés. Et les animaux qui viennent chez nous sont vus par les vétérinaires, on leur donne des soins appropriés, et voilà. Donc l'augmentation, vous ne l'expliquez pas par une augmentation des accidents ou bien par la destruction d'un milieu naturel, mais plutôt par une meilleure conscientisation des gens qui, quand ils sont attentifs, se disent « Ah ok, il y a un CREAVES, là je vais apporter l'animal ». C'est donc ça? Ou c'est les deux? C'est les deux. C'est les deux. Mais c'est vrai que la population est beaucoup plus attentive qu'elle n'était il y a une dizaine d'années. Elle est beaucoup plus sensible, sensibilisée à la faune sauvage. Alors avec vous, on va aussi parler, Sandrine Léjoie, de la biodiversité, une biodiversité dont je le disais au tout début d'émission, maintenant ça fait quand même quelques années qu'on en parle, mais ça devient de plus en plus crucial et de plus en plus urgent d'y remédier. Une biodiversité qui, dans notre pays, comme partout ailleurs, est en danger, puisque le nombre d'espèces qui disparaît augmente quasiment d'année en année. Dû à quoi? L'impact de l'homme sur la nature, essentiellement, ou autre chose?
Essentiellement, hein, il faut savoir que les espèces ont pas mal d'exigences pour pouvoir assurer leur survie. La première exigence est une exigence d'habitat en termes de superficie et en termes de qualité. Et là, l'homme a un impact effectivement très important dans la mesure où lui aussi utilise les habitats qui sont susceptibles d'abriter les espèces. Il en fait une utilisation de plus en plus intense puisqu'on est dans une région à forte densité de population. Et donc tout ce qui est urbanisation, industrialisation, mais aussi intensification de l'agriculture va grignoter des espaces anciennement naturels et donc des habitats potentiels pour les espèces. Donc ces espèces se retrouvent dans des zones de plus en plus restreintes et éventuellement éloignées les unes des autres. Alors certaines espèces peuvent bien s'adapter lorsqu'elles ont par exemple des capacités de déplacement importantes ou qu'elles ne sont pas trop exigeantes quant à leur qualité d'habitat. Mais d'autres espèces qui ont vraiment un créneau plus pointu, qui demandent des habitats très précis ou un type de nourriture particulier, par exemple des insectes qui eux aussi diminuent pour d'autres raisons qu'on verra plus tard, ou des espèces qui ont plus de mal à se déplacer entre milieux favorables, celles-là, effectivement, on remarque qu'il y a pas mal d'espèces qui diminuent. Alors dans les espèces qui aujourd'hui diminuent, voire sont en voie de disparition dans notre pays, lesquelles est-ce qu'on pointe aujourd'hui le plus souvent? C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, on a mis en place, on a en tout cas restructuré un système qui nous permet d'inventorier les groupes d'espèces et de déceler les modifications. Alors on fait cet inventaire dans différents groupes d'espèces, donc ceux qui sont suivis par des personnes qui ont la compétence naturaliste, qui se regroupent et qui s'intéressent à un groupe donné. Donc on fait cet exercice-là notamment avec les mammifères, avec les plantes, avec les batraciens, les reptiles et certains groupes d'insectes comme les papillons et les libellules. Le choix de groupe est aussi orienté en fonction du fait que ces groupes d'espèces peuvent justement démontrer des évolutions dans la qualité du milieu. Donc on les appelle groupes bioindicateurs. Et on remarque dans chacun des groupes des diminutions plus ou moins importantes. Il y a des groupes plus sensibles que d'autres, comme les reptiles ou comme les papillons ou encore les poissons, dont parfois plus de la moitié des espèces sont actuellement menacées. Alors on a aussi beaucoup parlé ces dernières années de certaines espèces qui nous venaient de l'étranger. On a beaucoup parlé des fameuses coccinelles asiatiques qui prenaient le pas. Alors elles par contre, aucun souci, elles prolifèrent sous nos contrées, mais au détriment des espèces indigènes. Oui, c'est exact. Donc l'arrivée de certaines espèces qu'on appelle exotiques envahissantes est aussi une des menaces qui pèsent sur notre biodiversité, parce que ces espèces-là ont développé des capacités d'adaptation plus importantes que certaines de nos espèces indigènes. Soit elles sont plus voraces, elles mangent plus un panel plus large de proies, ou simplement en termes d'habitat, elles ne sont pas très exigeantes. Donc ces espèces-là, une fois qu'elles réussissent à s'implanter et à se reproduire chez nous, peuvent causer des ravages importants. Le cas de la coccinelle asiatique en est un, puisque cette espèce-là est une prédatrice de nos espèces indigènes, et on a par différentes études pu démontrer effectivement cette prédation, et on a quand même des craintes quant à l'avenir des coccinelles indigènes. Maintenant, il y a d'autres espèces exotiques qui apportent d'autres types de problèmes. Des plantes par exemple qui sont très envahissantes et qui occupent réellement l'espace à la place des autres, ou certaines espèces qui pourraient amener des maladies parmi nos espèces indigènes. On remarque ça notamment parmi des batraciens. Donc certaines personnes trouvent joli de remettre dans leur mare de jardin des espèces qu'on va acheter chez les horticulteurs. Et on a plusieurs espèces, notamment la grenouille rieuse et la grenouille taureau, qui sont ainsi apparues au départ dans les jardins et qui sont un petit peu en train de s'étendre maintenant dans des zones naturelles éventuellement, et qui peuvent contaminer, je vais dire, des batraciens indigènes de par l'apport de maladies
auxquelles nos espèces ne sont pas préparées. Et ainsi éventuellement peut-être les détruire et les remplacer, c'est ça? C'est ça. Au bout du compte, ça ne se fait pas en un jour, mais c'est vrai que voilà, il y a une invasion dans les écosystèmes. Daniel Marlier, quels seraient les conseils de bon sens peut-être, mais auxquels on ne pense pas forcément tout de suite, à apporter aux gens quand ils croisent un animal blessé, quel qu'il soit. Et en même temps, je me dis qu'il est très différent de s'occuper en premier secours d'un oiseau que d'une grenouille, etc. évidemment. Mais les premiers conseils à donner, si voilà, notre route croise la route d'un animal qui n'a pas l'air trop bien en point. Il faut savoir qu'un animal, quand il se laisse approcher par l'homme, c'est qu'il a un problème. Alors, les conseils à donner, le premier conseil à donner, c'est de le manipuler avec délicatesse, de le manipuler autant que se peut avec quelque chose entre lui et vous, c'est-à-dire soit un gant, soit un sac de grande surface. Pourquoi? Parce que l'animal sauvage, il est sauvage. Et le sauvage, l'animal sauvage a multitude d'insectes. Il a la vermine. Il est infesté de vermine. Et pourquoi se protéger aussi? Ça dépend de l'animal qu'on a. Si vous avez par exemple le cas de vous rencontrer un rapace, le rapace, eh bien, il faut même petit, un juvénile, il faut faire attention à ses serres, parce que la première chose qu'il va faire, il va, essayer de se défendre, et deux, il va essayer de s'accrocher à quelque chose, et il peut rentrer dans vos doigts ou dans vos mains, et ça fait, je peux vous dire que ça fait très mal. Très mal. Alors, ça c'est la première chose à faire, de le prendre avec délicatesse, surtout ne pas essayer de le soigner, ça sert à rien. Sauf si on est vétérinaire. Ça c'est les vétérinaires. Ils sont là pour ça, c'est pour ça que nous avons des vétérinaires dans nos centres. Ils sont là pour les soigner, ils sont là pour faire le diagnostic, d'essayer de comprendre ce qu'ils ont. Et donc ça ne sert à rien de les garder. Ce qu'il faut faire, ce qu'on conseille de faire, c'est de le conduire dans un centre de revalidation, un CREAVES, il y en a pour le moment encore une douzaine dans la région wallonne, et d'aller le porter au CREAVES, qui lui le prendra en charge et fera le nécessaire pour le suivi médical de l'animal et les soins apportés sous conseil de vétérinaire. Ne pas lui parler. Il ne faut pas parler à un animal sauvage. C'est pas un animal domestique. Parce que bien souvent nous avons. On va lui dire, ça va aller. Pardon? Ça va aller, on va te soigner. Oui, mon petit tu vas coco. retrouver tes parents. Mon petit coco, ma belle bibiche. D'accord. Il faut pas. L'animal sauvage ne sait pas que vous lui voulez du bien. Quand vous le prenez, il va essayer de se débattre, même s'il est blessé, même s'il est malade. Il ne comprend pas, il ne sait pas que vous voulez du bien et que vous voulez le guérir du problème qu'il a. Donc on ne lui parle pas. Quand c'est un oiseau ou un mammifère d'une certaine taille, on le met dans une boîte ou dans une cage qu'on recouvre. On le met dans le noir. Pourquoi dans le noir? Parce que l'animal sauvage, quand il est dans le noir, il ne stresse pas. Comme il ne stresse pas, il ne consomme pas d'énergie. Donc, il diminue, il ne risque pas de s'affaiblir encore plus. Et surtout, c'est très important, ne pas le lui donner à manger et pas lui donner à boire. Parce que, quel que soit l'animal qu'on soit, on ne sait pas. Un pigeon, on va lui donner du pain. On dit, c'est pas grave, il mange du pain dans la nature, oui, mais il mange ce qu'il veut. Si vous l'avez en captivité, vous lui donnez ça, il va manger que ça. Quand il va boire, ça va gonfler dans son estomac et il va en mourir. On essaye, quand on trouve un rapace, on essaye de lui donner à boire. Quand on nous téléphone, on dit, monsieur, voilà, j'ai trouvé une chouette, en attendant de vous la porter, je lui ai donné à manger. Qu'est-ce que vous avez donné à manger? Du filet américain. Il ne faut pas donner du filet américain, même si un rapace ne mange que de la viande. Il a besoin d'une nourriture complète, c'est-à-dire il va manger une souris, il va manger la tête, les os, la peau, il va tout, il fait des bouts de réjection. Surtout ne jamais donner à boire à un rapace. Le rapace ne boit pas, il a assez d'humidité dans la nourriture qu'il prend, donc il ne faut pas lui donner à boire. Il
faut pas essayer de le forcer à ingurgiter la boisson, on peut se tromper de trou. Et puis laisser. Ce sont toutes des choses qui sont parfois amusantes. Je visualise des choses hallucinantes. Quoi. Oui, mais des gens avec des entonnoirs, des trucs comme ça. Oui, mais il y a des gens qui essayent par tous les moyens. Ah, et qui pensent bien faire, font ça. Qui pensent bien faire et qui font pique-pan. Il faut savoir que les animaux qu'on reçoit, qu'ils ont passé un séjour chez ces gens, il y a à peu près 15% de pertes. Donc dès qu'on trouve un animal... Et les autres sont fous. Pardon? Et les autres sont devenus fous, c'est ça? Les autres, non, on les récupère, pas du tout. On arrive à les récupérer. Donc le meilleur conseil à faire, c'est vous le prenez délicatement, vous le mettez dans un conditionnement le plus petit possible pour qu'il ne bouge pas, dans le noir pour qu'il ne stresse pas, et vous l'amenez dès que vous pouvez à un centre de rééducation. C'est la meilleure chose à faire. Il faut savoir aussi que la faune sauvage, la région wallonne, la Belgique, a signé la convention de Washington, et il faut savoir que tous les animaux vivant à l'état sauvage sont protégés par la législation. Donc il n'est pas conseillé de détenir un animal quel qu'il soit, n'est-ce pas? Bon, on va pas vous punir si vous gardez un pigeon, mais un rapace, ça peut quand même aller loin. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de l'amener dans un centre de rééducation. Quand vous dites ça peut aller loin, on peut aller en prison parce qu'on a gardé un rapace chez soi. Si vous avez un rapace d'une certaine valeur, effectivement. On parle de surpopulation, vous savez, dans les prisons. Oui, ça, ce sont les détracteurs des rapaces, oui, bien sûr. Mais vous savez une chose, quand on dit qu'il y a trop de rapaces, c'est parce qu'il y a à manger. Quand il n'y a pas à manger, le rapace ne reste pas sur place. Et il ne faut pas dire qu'il y a surpopulation parce que on commence. Je parlais des prisons, de la surpopulation dans les prisons. Je dis si on envoie les gens qui ont gardé un rapace chez eux en prison. Non, mais ça commence par les amendes. Oui, ça commence par les amendes, mais ça peut aller très loin. Si on a un animal comme un grand-duc, qu'on est pris à avoir chez soi un grand-duc, un rapace ou un faucon pèlerin, par exemple, ça peut aller très très loin, point de vue juridique, je veux dire. Quel est l'animal le plus inattendu ou que vous avez vu arriver chez vous? Eh bien, chez moi, le plus inattendu, c'est un python. Parce qu'on parle de la faune sauvage, on parle des animaux domestiques, mais il y a une mode à l'heure actuelle qui sont ce qu'on appelle vulgairement les nacs. C'est-à-dire? Ça s'appelle les nacs, ce sont les nouveaux animaux de compagnie. Okay. Alors, ce sont les reptiles, les choses, les serpents. Et il arrive parfois que les autorités judiciaires nous apportent, et c'est arrivé dernièrement, nous apportent un python qu'on a trouvé dans le potager de quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il faisait, il avait mangé 2 poulets, vous vous rendez compte, il a mangé des poulets, oui mais c'est une bonne chose, parce que comme ça il va dormir, il va digérer. Donc ça c'est le plus inattendu qu'on a reçu. Dernièrement on a reçu un petit lézard clandestin, je l'appelle comme ça. C'est un lézard d'Italie qu'on a trouvé dans un carton de pommes de terre primeur venant d'Italie. Il s'est faufilé dans le carton et l'a préposé à la grande surface quand elle a déballé ses pommes de terre, quand elle les a mis sur l'étal. Et bien elle est tombée avec ce petit reptile. Bon, c'est un commun, c'est pas bien grave, sa vie est assurée, on peut probablement, les vétérinaires, on en a parlé aux vétérinaires, un de nos vétérinaires spécialistes dans les reptiles, et fort probablement, soit qui va être rapatrié dans le sud de la France, ou on peut le lâcher. Mais vous voyez, c'est tout à fait... Rapatrié, oh. Ouais. Il ne va pas rester en captivité plutôt. Non, il reste pas. Chez nous, on reste pas. Les animaux ne restent pas chez vous. On en parlera tout à l'heure. On parlera de ce qui se passe après, et puis peut-être les temps de revalidation. Et puis on va reparler aussi de ces petits gestes aussi que nous pouvons faire chacun de manière individuelle pour préserver cette biodiversité, et puis des outils. Ne serait-ce que didactiques, qui peuvent être mis à notre disposition. Nous sommes toujours en compagnie de Sandrine Liégeois. Vous êtes attachée au service public de Wallonie au département, je fais court, de la nature et des forêts. Et puis à nos côtés aussi, il y a Daniel Maragui, les gestionnaires du Créavès de Manuy Saint-Jean, j'avais bien dit tout à l'heure. Claude de l'Olivier, vous parlez tout à l'heure de ce python qu'on avait trouvé. Qu'est-ce qui se passe après avec ce type d'animal? Une fois qu'il est à nouveau en bonne santé, pour peu qu'il ne le soit pas avant, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que vous faites Lui, du il était python? tout à fait en bonne santé, c'est qu'on a découvert probablement que c'était son propriétaire qui s'en est débarrassé pour des raisons qui lui sont propres. Devenu trop grand peut-être? Pardon? Peut-être trop grand, Probablement. ou trop vorace. Ou... Alors c'est la police du Borinage qui nous a téléphoné et qui a dit bon, on va venir avec un serpent. Nous ne sommes pas outillés pour ça. Dans notre agrégation, ce n'est pas prévu. Ça ne vit pas dans nos contrées. Mais nous l'acceptons. Donc quand on l'a eu, on s'est renseigné, on a pris divers contacts. Et cet animal est parti en Hollande dans une organisation qui s'occupe de serpents et de reptiles. Mais il était en bonne santé. Il s'était soit échappé ou soit abandonné. Oui. Sandrine Liégeois. Il faut évidemment signaler qu'on ne peut absolument pas relâcher, que ce soit un python, ça c'est clair, mais même des petits lézards qui ne seraient pas tout à fait indigènes. La loi interdit tout à fait de relâcher ces espèces sous peine de continuer à propager des exotiques envahissantes ou en tout cas à leur donner l'occasion de s'installer. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un centre également en région wallonne qui est susceptible d'accueillir toute une série d'espèces telles que des reptiles qui ont été confisqués. Ce centre est situé dans le Hainaut. De manière générale, alors là on vient d'évoquer le cas du python ou d'espèces exotiques. Est-ce qu'il y a un cadre légal par rapport à ça? Vous dites qu'on ne peut pas relâcher les espèces, d'accord. Est-ce que par exemple quelqu'un qui aurait des lapins nains chez lui, au bout de quelque temps, on se rend compte soit qu'ils ne sont pas nains, soit il y a un désintérêt total de la part des enfants, de la famille, et se dit finalement ce lapin serait mieux en liberté et relâche ce lapin en forêt. C'est autorisé ça ou pas, ou ça c'est illégal? Pas du tout. Disons que le cadre légal en Belgique n'est pas simple, étant donné l'État fédéral. Donc chaque région a ses dispositions, et ces dispositions concernent en général les espèces sauvages, indigènes, ou alors des interdictions de détenir ou de relâcher des non-indigènes. Le fédéral garde une partie des dispositions qui concernent l'importation, l'exportation et le transit des espèces non indigènes au territoire belge, donc des espèces telles que les pythons qui viennent d'être mentionnés, font l'objet de dispositions en matière d'importation qui sont réglées au niveau du fédéral. Donc il peut y avoir des restrictions de détention, mais ça je ne sais pas vous dire. En tout cas, nous, on s'assure au niveau du service de la nature que ces individus ne puissent pas rejoindre la nature et y poser de problème. Alors, les lapins, c'est encore autre chose, étant donné qu'il s'agit d'animaux domestiques. Ça ne rentre pas non plus dans les compétences du département nature et forêt. Mais j'imagine qu'il y a des dispositions qui n'autorisent pas non plus à lâcher ces animaux d'élevage. On peut encore signaler qu'au niveau des espèces indigènes, il y a tout un loisir d'élevage d'oiseaux indigènes cette fois. Donc par exemple des pinsons, des rouges-gorges, ce genre d'espèces-là. Et là nous avons prévu une disposition qui interdit aussi de les relâcher dans la nature, parce que ces oiseaux ne sont plus non plus capables d'y vivre à la manière des sauvages. On a un témoignage ici de quelqu'un qui s'appelle Rogier, je pense, qui parle du retour des martinets en Belgique. C'est possible, dit-il. J'ai tenté une expérience pour le retour des martinets en Belgique et je voudrais vous en faire part. Je vis dans la région liégeoise et puis tout petit, les martinets font leur nid dans le clocher de l'église du village. Mais il y a eu une rénovation de l'église et le rebouchage des trous par du matériau imperméable qui empêchait les martinets de venir faire leur nid dans les corniches. Ils ont disparu pendant 15 ans. J'ai alors tenté une nouvelle expérience. Je suis allé en Angleterre chercher un disque avec le chant des martinets. Nous avons placé 22 nichoirs sur le clocher de l'église, avec l'aimable participation des pompiers pour installer une nichoir à au moins 10 mètres du sol, distance minimum pour que l'oisillon ne s'écrase pas lors de son premier envol. C'est la 5e année qu'ils reviennent. Ils restent en Belgique 3 mois, puis partent 9 mois en Afrique. Ils consomment des milliers d'insectes. Ce message pour faire des émules et dire que c'est possible. En plus, ils sont merveilleux à écouter le soir. C'est une belle expérience, celle-là. Tout à fait, ça montre surtout que la motivation des citoyens est quelque chose de très important, parce qu'avec de la motivation,
parfois avec des moyens qui ne sont pas si conséquents que ça, on parvient à réinstaller localement des conditions de vie qui permettent le retour ou le maintien de certaines espèces. Et le martinet est une espèce qui est finalement proche de l'homme et qui peut attirer l'attention et qu'on peut avoir envie de continuer à voir, tout comme les hirondelles. Donc il y a aussi pas mal de citoyens qui s'intéressent au maintien des hirondelles et qui ont des démarches très proactives aussi en la matière. Il y a danger pour les hirondelles en Belgique? Oui. Danger, peut-être pas un danger immédiat, mais en tout cas il y a des régressions, ça c'est sûr, pour les différentes espèces. Et donc il est temps de faire quelque chose pour éviter que ces régressions deviennent quelque chose de pire dans les années à venir. Irréversible. Oui, bon, donc, mais c'est une série de facteurs qui sont cumulés, je veux dire. Et il y a notamment aussi des facteurs qui sont liés aux zones de migration, aux conditions climatiques pendant la migration. Donc on a une partie des facteurs qu'on ne maîtrise pas ici en région wallonne, mais il y a aussi nouveau les facteurs liés à l'habitat, à la capacité d'accueil sur nos bâtiments et dans nos campagnes. Et là, c'est vrai que les citoyens peuvent mener des actions tout à fait directes, que ce soit au niveau de l'hirondelle de cheminer, maintenir dans les fermes des possibilités pour elles de fixer leur nid au niveau des bâtiments agricoles, donc, ou dans les manèges également, leur maintenir des possibilités de trouver de la boue pour faire leur nid. Au niveau des zones plus urbanisées, c'est plutôt l'hirondelle de fenêtre qu'on va rencontrer. Et là aussi, ces espèces ont besoin de pouvoir accrocher leur nid au bâtiment. Et souvent, dans les nouveaux bâtiments modernes, c'est quelque chose qui pose problème. Un autre problème est que certains propriétaires n'aiment pas avoir chez eux des hirondelles pour des questions de salissure et détruisent les nids et les obligent à retrouver quelque chose ailleurs. Alors peut-être elles vont retrouver et peut-être elles vont avoir très difficile de retrouver, ça va mettre en péril une première nichée et ainsi de suite. Donc c'est vrai que là, chacun peut être attentif et veiller à leur faire un petit peu de place chez lui. Alors ici, on a une question. Qu'en est-il de l'extinction des espèces par les espèces? On parle des pies, des corneilles qui chassent les autres oiseaux. Avant, il y avait des cormorans qui mangeaient les autres oiseaux. Qu'en est-il réellement et que peut-on faire à notre niveau dans notre jardin, par exemple? Est-ce que les pies et les corneilles chassent les autres oiseaux? Ben, écoutez, là, on appelle les corneilles et les pies, on les appelle les becs droits. Ils chassent les oiseaux. Oui, ils chassent les oiseaux, mais ce n'est pas des vampires. C'est vrai qu'à des endroits, il y a beaucoup de pies, beaucoup de corneilles. Mais il y avait une étude qui avait été faite il y a quelques années sur ces deux espèces, et on remarquait que sur la région wallonne, en calculant la quantité de pies et de corneilles, le niveau de population était dite normal. Mais évidemment, la corneille et la pie se concentrent le long des routes, le long des routes, des autoroutes, parce que c'est là qu'il y a plus de mortalité de faune. Moi, j'ai des pies autour de chez moi. Oui, ça m'empêche pas d'avoir des pinsons, ça m'empêche pas d'avoir des roitelets, ça m'empêche pas d'avoir des mésanges. Bon, dit, il faut les détruire ou il faut au moins les réguler. Oui, on peut peut-être les réguler, mais c'est assez difficile parce que si vous chassez la pie, il y en a un autre qui va revenir. Donc, il faut éviter, c'est aussi une éducation, il faut éviter de laisser traîner de la nourriture. La pie et la corneille fait les poubelles. Il faut faire de façon que les poubelles, les déchets soient bien enveloppés. Une pie peut passer à travers le plastique d'un silo de nourriture pour le bétail. Elle a le bec pour pouvoir le faire. Il existe maintenant des moyens de pouvoir les chasser entre guillemets par des épouvantails. Ça marche un certain temps. Moi j'ai vu des agriculteurs dans ma région qui ont fait des essais avec des épouvantails, des cibles, des cerfs-volants qui ressemblaient à des rapaces, qui l'ont mis au bout d'un mât très haut, et un souffle de vent, ce cerf-volant vole.
ça effraie les pies et les corneilles, et ça a disparu quand même pendant un temps assez longtemps, parce que la pie et la corneille mangent des germes de blé, mangent du maïs, ils mangent aussi, c'est vrai, des jeunes poussins. C'est un prédateur assez vorace. En combien de temps est-ce qu'on peut imaginer faire revenir une espèce qui se serait sentie chassée d'un biotope? Par exemple, voilà, on a un jardin, que ce soit en ville ou à la campagne, mais prenons pourquoi pas le cas d'une ville. Le jardin est déserté par les oiseaux, on a envie de voir revenir les oiseaux. Est-ce que c'est quelque chose de possible, faisable? Comment est-ce qu'on s'en tire avec ça? Possible, vous avez le témoignage d'un auditeur qui le signale, et les oiseaux sont peut-être un exemple qui permettent un retour rapide, puisqu'ils ont une capacité de se déplacer qui est importante. Maintenant, ça va dépendre d'un groupe d'espèces à l'autre et de la proximité d'une population de l'espèce dans les parages de chez l'habitant. Oui. Donc effectivement, si vous souhaitez voir revenir une rareté qui n'est pas présente dans la région, vous allez attendre très longtemps. Maintenant, il y a toute une série d'espèces qui globalement se raréfient, mais sont présentes dans les environs et peuvent bénéficier d'un petit coup de pouce. Les hérissons, on n'a pas des données très précises de leur état de population, mais c'est des espèces qu'on peut facilement accueillir dans son jardin et qui par ailleurs semblent se porter moins bien qu'il y a quelques années en raison notamment des accidents liés au trafic routier. On pense aussi qu'il ne faut pas uniquement porter les efforts de préservation sur des espèces rares, et que donc le citoyen peut lui intervenir pour maintenir des espèces qu'on dit plus communes et qui finalement au cours du temps sont de moins en moins communes. On parle des hirondelles, on parle maintenant aussi des moineaux qui sont moins communs que dans le temps. Au niveau de l'espace agricole, nous avions il y a quelques années de très bonnes populations de bruants jaunes. Maintenant, c'est devenu une espèce qu'on voit beaucoup moins. Oui. Donc le gestionnaire de l'espace agricole, c'est-à-dire l'agriculteur, a lui aussi évidemment énormément de pouvoir d'une gestion adéquate du milieu pour maintenir des zones favorables à l'espèce, puisqu'il gère quand même une bonne partie du territoire wallon. Alors peut-être que le premier geste à faire en tant que particulier, si on souhaite préserver la biodiversité, c'est de ne pas utiliser de pesticides dans son jardin. On commence par ça. Entre autres. Nous avons, nous, au centre, nous avons dans l'année civile, l'hiver fait calme, quoi, que cet hiver-ci, nous avons eu beaucoup de rapaces. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis très longtemps, il a fait très froid, et le rapace n'a pas trouvé de nourriture, et puis la souris, elle restait, elle n'a pas trouvé à manger, elle est restée dans son terrier, elle est morte à cause, parce qu'il fait très froid, donc nous avons eu beaucoup un certain nombre de rapaces chez nous, déshydratés et affamés. La période pour nous commence à partir du mois de mars. Alors, si j'ai un conseil à donner à la personne, aux auditeurs, qui veulent avoir un beau jardin, qui veulent attirer des oiseaux, qui veulent attirer des insectes, comme vous dites, pas de pesticides. Mais pour garder les oiseaux, j'ai encore remarqué cette année-ci, au mois de mars, il a fait beau 2 jours. Très beau week-end. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti la tondeuse, le tailler, et on a commencé à tondre, et on a taillé les ais. Ça n'a pas raté. Le dimanche après-midi, nous avons eu pléthore de coups de fil, disant, nous avons un nid de mésanges, un nid d'oisillons, qu'est-ce qu'on doit faire? Amenez-le, on va faire le travail de la maman, parce qu'il est clair que, bon, si on dérange les oiseaux, ils s'en vont. Ils vont, certaines races, ils vont essayer de nourrir, mais quand ils sont dérangés, ils s'en vont, et puis c'est tout. Alors moi, le conseil que je peux donner, c'est tout à fait normal d'avoir une belle propriété, d'avoir un beau jardin. Mais ne taillons pas les haies au mois de mars, faisons à l'automne. À l'automne, il n'y a pas de nichier. Quand on tombe, faisons un petit tour dans le gazon pour voir si justement il n'y a pas un hérisson. Nous avons eu depuis 3 ans
beaucoup d'entrées de hérissons. Nous avons pour le moment d'entrées de hérissons qui pèsent 100 grammes. Pourquoi des jeunes hérissons de 100 grammes? Ils ont été abandonnés par leur mère. Pourquoi la mère n'est plus là? Soit qu'elle a été prise dans une machine, soit qu'elle s'est fait écraser parce qu'il fait très bon, s'est fait écraser sur la route. Il faut savoir qu'un hérisson, il va sur la... Pourquoi il est sur les routes? C'est quand il fait chaud, il y a de la vermine sur l'asphalte. Alors lui, il ne regarde pas ni à gauche ni à droite, et il mange. Et mauvaise éducation. Pardon? Mauvaise éducation. Oui, mauvaise éducation. Je suis bien d'accord avec vous. Mais enfin, bon, donc ce sont toutes sortes d'éléments. Mettez des plantes qui attirent les insectes. S'il y a des insectes, s'il y a à manger, vous aurez des oiseaux. Mettez des plantes pour attirer des papillons. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Si chacun réserverait une petite partie de son jardin, pas grand-chose, mais une petite partie de son jardin, quelques mètres carrés, qu'il le laisse à l'état sauvage, il va attirer la faune. Si dans les zonings industriels, il y a dans les zonings industriels, il y a des parties, des parts de terrain qui ne sont pas construits, qui ne sont pas constructibles, qu'on crée un endroit pour attirer les oiseaux. Vous demandez tout à l'heure combien d'années faut-il pour la réintroduction d'une espèce. Nous avons le cas du faucon pèlerin. Le faucon pèlerin a presque totalement disparu en Belgique. Et depuis des années 60, c'était très bas. Et puis maintenant, on a répertorié 63 couples de pèlerins. Le faucon pèlerin revient. Mais il a fallu 30 ans pour ça. 30 années. C'est énorme. C'est énorme dans une vie. C'est pas peut-être énorme dans l'espace, mais c'est énorme dans une vie. Dans une vie, c'est énorme, effectivement. Il s'agit justement d'un exemple d'une espèce qui a pu, se redéployer, notamment en raison de l'arrêt de l'utilisation d'un pesticide qui était particulièrement néfaste pour toute la chaîne alimentaire et qui avait conduit cette espèce à l'extinction. Donc c'est vrai que vous signaliez les produits chimiques. On en utilise beaucoup, que ce soit dans ces jardins privés, dans les zones agricoles, et forcément ça a un impact sur l'insecte qu'on vise et donc sur toute une partie de la chaîne alimentaire, un impact qu'on peut difficilement quantifier. On n'a pas beaucoup d'études poussées en la matière, mais il y a des évidences effectivement. Et donc il y a aussi des alternatives dans les jardins. Il y a pas mal de conseils qui sont donnés pour éloigner par exemple les limaces ou d'autres prédateurs avec des moyens plus naturels qui eux ne vont pas porter atteinte à toute la chaîne alimentaire. Donc c'est vrai que c'est important d'y prendre garde. Alors ici on a une question précise, je ne sais pas si l'un de vous deux peut y répondre. C'est Margot qui nous dit ceci: qu'en est-il des renards qui envahissent les villes? Ma sœur qui habite au Durghem a une femelle renard dans son jardin, qui vient d'avoir 4 ou 5 petits. Que doit-elle faire? En plus des déjections jusque sous les fenêtres, elle se demande aussi s'il représente un danger pour la multitude de chats qu'elle abrite. Que doit-elle faire? Je vais peut-être dire 2 mots à propos du renard et pour retomber également sur ce qui est d'autres espèces de corvidés qui ont été citées tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il y a des espèces qui sont menacées, on l'a dit. Il y a aussi des espèces qui se portent de mieux en mieux et le renard, la corneille, la pie en font partie en raison du fait qu'elles ont pu profiter du développement d'activités humaines, qu'elles ont pu profiter des modifications qu'on a nous-mêmes apportées à l'environnement. Donc on a quelque part installé les conditions de leur développement par un apport important d'aliments. C'est pour ça que M. Marlier disait tout à l'heure, elles font les poubelles. Bah oui, c'est vrai que ces espèces-là ont profité de la proximité de l'homme et se portent mieux. Maintenant, quant à comment gérer... comment est-ce qu'on gère ça? Voilà, on a un renard dans son jardin, ou plutôt même une renarde, il y a une minute avant le journal, une renarde, 4 ou 5 petits, qu'est-ce qu'on fait des petits, enfin qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la meilleure chose à faire, c'est d'appeler les eaux et forêts, la DNF, qui sont aptes à pouvoir gérer ce genre de problème. Il faut savoir que la personne, votre intervenant, vient d'Oderghem. Oui. D'Oderghem, c'est la région bruxelloise qui a une législation, et nous sommes de la région wallonne que nous avons une autre législation. Et la législation au sujet du renard, qui est un très très bel animal, mais il est prolifique. La législation à la région wallonne est très très claire.
tout animal se laissant approcher, donc un renard se laissant approcher par l'homme, c'est qu'il a un problème. Il doit être neutralisé par un vétérinaire. Ok. Non. Donc, je ne laisse pas forcément approcher non plus. Hein. On va bientôt devoir interrompre l'émission. On en parlera peut-être après. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions, vos commentaires par courriel à toutautrechose@rtbf.be. Vous pouvez également nous appeler au 02 737 26 06 ou bien encore nous envoyer vos courriels au 30 51 et c'est 50 centimes le message. Retenons quand même avant les infos DNF. C'est ça ? Division nature-forêt. Nature-forêt, voilà, et vous trouverez ça bien évidemment via les portails ou bien via les renseignements, tout simplement, voilà, quand on a ce type de questions. Mais c'est une bonne question, je trouve, les renards dans les villes, c'est vrai qu'à Bruxelles on en voit de plus en plus. On vous retrouve juste après les infos de 11h, à tout à l'heure. La première. Tout autre chose. Jusqu'à 11h30 aujourd'hui, nous parlons de l'action des CREAVES, nous parlons aussi de la protection des espèces en Belgique, de la protection de la biodiversité. Avec nos deux invités, il y a Sandrine Liégeois du département de la nature et des forêts de la région wallonne. C'est important de le préciser, effectivement. Nous n'avons pas aujourd'hui quelqu'un de la région bruxelloise ni de la région flamande. Et en la matière, les législations sont différentes. Et puis il y a également Daniel Marlier, vous êtes gestionnaire du CREAVES de Manui Saint-Jean, le clos de l'Olivier. Nous avons des questions, on reviendra peut-être sur le renard, mais ici il y a des questions précise qui nous arrive. Rosine qui nous dit ceci: en désherbant mon jardin vendredi passé, j'ai trouvé au pied de ma glycine, sous un tas de feuilles mortes, un tout petit hérisson, environ 100 grammes vivant. Le nid semble abandonné, j'ai noté qu'il y avait beaucoup de mouches autour, je n'y ai pas touché et j'ai remis les feuilles. Mais que dois-je faire? Puis-je toucher au nid? Et si j'y trouve un ou plusieurs petits hérissons, dois-je les apporter chez le vétérinaire ou les mettre dans une caisse comme j'ai pu le lire sur internet? Je ne trouve nulle part de réponse à mes questions. Eh bien, la réponse pour cette auditrice, c'est de recueillir les hérissons, si elle voit que la maman ne vient pas les nourrir, de les recueillir, de mettre dans une boîte et de regarder sur Internet le site CREAVES et de regarder le centre de revalidation le plus proche de son domicile, qui lui doit le prendre en charge et tout faire pour le mettre dans bonnes conditions et de le pouvoir relâcher quand il aura son poids qui est de 500 grammes. D'accord. Alors ici une question précise par rapport à justement comment conserver un jardin naturel. J'adore les fleurs, les oiseaux et le chat que ma fille nous a rapporté il y a maintenant 6 ans, dur de faire cohabiter tout ce petit monde au jardin. Je voudrais justement modifier mes habitudes en matière de pesticides, mais on entend tellement de conseils contradictoires. Que préconisent vos invités pour se débarrasser des limaces et autres pucerons indésirables de manière naturelle et non toxique pour les autres visiteurs du jardin? C'est Françoise qui nous pose cette question. Moi, personnellement, je ne suis pas une spécialiste de conseils de jardinage. Nous avons un vieux système de nos parents, de nos grands-parents, c'est de prendre une secoupe, de mettre de la bière, et la limace va venir prendre de la bière. Il n'y a pas que l'homme qui aime la bière. Hein. Et c'est sucré, donc la limace vient prendre la bière, ou avoir la chance... Et il va se noyer, oui. Ou avoir la chance d'avoir un hérisson dans son environnement. Mais il ne faut pas employer, justement, il ne faut surtout pas employer des produits phyto, parce que si la limace est morte à cause d'un produit phyto, que le hérisson va manger, eh bien il va être malade, même au risque de mourir. On parle beaucoup de hérissons en danger, mais je crois savoir aussi qu'il est interdit d'acheter un hérisson, ça ne s'achète même plus. Donc par exemple, on peut parler des jardins de ville et des jardins clos notamment, qui n'ont pas la chance d'avoir de hérissons, mais qui sont pleins de limaces. Ils ne peuvent pas avoir de hérissons, ces gens-là. Non, tout à fait. La législation de protection des espèces prévoit toute une série de mesures qui visent à protéger nos espèces indigènes. Et une des mesures est effectivement de ne pas en faire un commerce, parce que acheter veut dire vendre, et ça pourrait entraîner des effets tout à fait inattendus. Donc non, en région wallonne, on n'autorise pas la vente et l'achat des espèces indigènes. Je pense que c'est la même chose dans les autres régions. Donc on encourage les gens à essayer de les faire revenir en aménageant leur habitat. Et de toute façon,
façon, ce sera le moyen le plus durable de les conserver, parce que si votre jardin n'est pas accueillant, je veux dire, les hérissons ou autres espèces qu'on aurait introduites ne restent pas. C'est la même chose quand on crée une mare dans son jardin. Il ne faut pas vouloir introduire des batraciens. Si la mare est bien conçue, un peu de patience, 1 an, 2 ans maximum, et les batraciens reviennent d'eux-mêmes. Donc ça ne sert à rien d'en réintroduire. Si par contre la mare ne convient pas et que vous en réintroduisez, ils vont quand même pas rester. J'aimerais qu'on en revienne un petit peu au renard de tout à l'heure, parce que hors antenne, vous me disiez, Daniel Marié, qu'il y avait quand même, il y a un aspect dangereux quand même au renard. C'est très beau comme animal, c'est vrai, hein, c'est assez beau, c'est élégant, etc. Alors ça ne transporte plus la rage, me disiez-vous, mais ça peut transporter par contre d'autres maladies. Donc il y a quand même à agir en la matière, à pas laisser son jardin, quand on est en région bruxelloise, infesté par les renards, et peut-être expliquer aussi pourquoi il y a tant et tant de renards, au-delà du fait qu'on les nourrit bien dans nos villes, et notamment à Bruxelles, pourquoi il y a plus de renards chez nous, pourquoi c'est plus un problème à Bruxelles qu'en région wallonne. Eh bien, vous savez, le renard, normalement, son biotope, son milieu, c'est au-delà du sillon sans bromier. C'est-à-dire que c'est au-dessus de Namur. Moi, quand j'étais enfant, mon grand-père était garde-chasse et quand il attrapait un renard, il y avait le journal de la région qui venait faire un article d'une demi-page et on prenait une photo du renard avec le grand-père d'un côté, votre serviteur de l'autre. C'était toute une affaire, c'était un événement. Alors le renard, la prolifération du renard est venue du fait des remembrements, c'est nouveau l'homme, hein, l'homme tue l'homme, c'est mon leitmotiv, c'est ma position. Le remembrement, les autoroutes, les zones industrielles ont fait que le renard s'est déplacé de nos Ardennes vers les villes. Il y a aussi d'autres éléments, d'autres facteurs, mais je ne veux pas trop rentrer dans le sujet. Il y a aussi la remise du gibier, tout ça c'est surtout du petit gibier. Et donc il y a d'autres éléments. Et le renard s'est proliféré parce que il y a une législation, il y a 3 législations. Vous avez la législation en région flamande, où il y a une période de régulation. Vous avez la région bruxelloise, comme la chasse est enfermée, on ne peut plus réguler le renard, et vous avez la région wallonne, où il y a encore de la chasse existe encore, où là, l'animal est considéré comme, je disais tout à l'heure, gibier, autre gibier, et nuisible. Alors, comment peut-on gérer ça? La région wallonne, la région flamande, excusez-moi, le gère à sa façon, je ne la connais pas trop. Ici, en région bruxelloise, comme la chasse est fermée, on ne peut pas réguler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut éviter qu'ils aient à manger. Vous savez, Bruxelles n'est pas la seule ville. En Allemagne, il y a des renards dans les villes, qu'on appelle le renard de ville. Parce que le renard va où il y a à manger. Donc il faut bien fermer, je vais dire, nos poubelles. Comment peut-on réguler? Eh bien, c'est de les attraper. Mais quoi en faire? Ça, c'est le problème. Et le problème à la région wallonne sur le renard, je l'ai expliqué tout à l'heure, la loi autorise la régulation du renard. Elle est régulée soit par la DNS, soit par les chasseurs. Donc voilà. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que le renard est porteur d'une maladie qu'on appelle l'échinococos, et qu'effectivement, il présente un risque de transmission de cette maladie, notamment par les petits fruits rouges, les baies qu'on pourrait ramasser au niveau des bois. C'est exact, ça m'a échappé. Le renard, pour le renard, la rage est éradiquée. Donc là, il n'y a plus de problème. Mais cette maladie d'échinococos, je conseille aux auditeurs d'aller voir, je ne vais pas faire de publicité, loin de là, mais d'aller visiter le site du Clos de l'Olivier, coin du vétérinaire, où il y a un de nos vétérinaires qui a fait un très bel exposé sur cette maladie, et les gens comprendront bien. Alors justement, ce que dit Madame Liégeois est très juste. Quand on se promène et qu'on voit des fruits sauvages, évitez de le prendre en dessous d'1 mètre.
Parce que si on le fait, il faut bien les laver, parce que justement, le renard, s'il est porteur de cette maladie, peut les transmettre par les fruits. Alors on a plein de questions. Donc je vous les lance, vous y répondez soit l'un soit l'autre le plus rapidement possible, puisqu'il ne reste qu'un quart d'heure. Ici, question pratique, René. J'ai toujours énormément aimé les oiseaux. Je faisais régulièrement des marches avec des guides spécialisés en ornithologie. Aujourd'hui, je ne marche plus. Et là où j'habite, ma terrasse est infestée de pigeons. Que peut-on faire pour lutter contre les pigeons indésirables? Ben, la première chose, pas nourrir. Deuxième chose, essayer de mettre des effrayeurs sur les vitres de la terrasse, n'est-ce pas? Ce sont des figurines de rapaces qu'on colle sur la vitre. Il ne faut pas en mettre des dizaines, avec une ça suffit. Mais le principal, c'est ne pas nourrir, ne pas laisser traîner de nourriture. D'accord. Ici, il y a 30 ans, nous sommes venus vivre à Genneval. J'avais des quantités de moineaux, aujourd'hui plus un seul. Comment puis-je les réhabituer à venir dans mon jardin? D'abord, il faut savoir s'il y a des moineaux dans les parages qui sont susceptibles de venir dans le jardin de votre auditeur ou auditrice. Et puis, comme tout à l'heure je le signalais, lui donner des possibilités de logement. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait encore souvent des maisons où les joints ne sont plus tout à fait nickel, où il y a des petites possibilités d'entrer en dessous de la toiture. Eh bien, souvent, on a rénové, on a fermé tous les joints et ça les empêche de s'installer. Donc, il faut essayer de veiller à maintenir des accès dans la façade, sous la toiture, pour que les moineaux puissent trouver une possibilité de s'installer. C'est la raison pour laquelle on n'a plus dans les villes, parce que les grands bâtiments sont avec des grandes vitres, des grandes glaces, et ils n'ont plus d'aspérité pour pouvoir faire le nid. Alors ici, plusieurs questions qui vont dans le même sens. Y a-t-il une relation entre le nombre de spécimens d'oiseaux et de micro-mammifères détruits et la densité des chats? En clair, plus il y a de chats, est-ce que forcément il y a moins d'oiseaux? Ah ben écoutez, pour ce qui est des chats, c'est pas nos copains tout le temps. Par une période de l'année, pour nous, centres, c'est pas tellement nos amis. Alors ce que nous conseillons, c'est que de mettre autour du chat, autour de son chose, autour de son collier, c'est d'y fixer une petite clochette. Donc la petite clochette va faire du bruit quand il se déplace et va prévenir l'oiseau qui soit lui va s'enfuir, et là comme deuxième fonction également, c'est que l'oiseau va faire de façon à égarer le chat vers le nid si le nid comporte des juvéniles. Alors ici une petite suggestion de Chantal, ce serait bien si les médias recommandaient régulièrement aux auditeurs, spectateurs, lecteurs les périodes où on peut ou ne peut pas tondre en fonction des nidifications, comme ils le font pour les voitures qui ont des pics de pollution en fonction des périodes. Moi je me suis renseignée, je respecte les périodes de nidification avant de tondre. Mon jardin est le dernier tondu du quartier, mais par contre ça me permet de voir des tas d'oiseaux différents. Ce serait bien de donner quelques conseils en expliquant quel type d'oiseau et à quelle période, etc. C'est une bonne suggestion, non? Tout à fait, mais c'est aussi très valable pour ce qui est taille des haies, comme l'a dit M. Marié, et également pour les travaux d'exploitation forestière. Donc on recommande fortement d'éviter les travaux aux arbres et arbustes, tant que c'est possible, dans les périodes qui vont de début avril à mi ou fin juillet, en effet. Oui, à la région Wallonne, cette année-ci, il y a une nouvelle législation sur le compte forestier que j'invite les auditeurs à lire et qui verront les moments où on peut travailler dans les bois et les forêts et qu'on peut mettre en application chez soi. Alors ici un petit conseil, la dame qui a trouvé un bébé hérisson doit savoir qu'elle ne doit surtout pas donner de lait, elle peut dans l'urgence donner de la pâtée pour chien ou chat. Oui, vous êtes d'accord. J'ai élevé 5 bébés que j'ai amenés moi-même aux 500 grammes réglementaires. Ceci dit, ce n'est pas à conseiller, c'est un gros travail, nous dit Martine. Voilà, alors des gens aussi qui donnent des conseils qui semblent aussi, une fois de plus, on a envie de dire, de bon sens, qui disent il faudrait peut-être dire aux gens d'arrêter de donner à manger, de nourrir les oiseaux, et de ne pas le faire au printemps
printemps ou en automne, c'est-à-dire essayer de convaincre les gens qui nourrissent les oiseaux de ne pas le faire au printemps ou en automne, ils ne se rendent pas compte, nous dit cette auditrice en fait, Marie-Hélène, que c'est contre nature. Les oiseaux du coup ne mangent plus les insectes, les limaces et autres bestioles qui se développent plus que la normale. La chaîne est déséquilibrée. Vous êtes d'accord? Il y a un déséquilibre au niveau de la chaîne? Tout à fait, il y a un déséquilibre. Les gens pensent aussi, de ce côté-là, pensent aussi bien faire de mettre des boules de graisse, qui est recommandable en période hivernale. Donc on peut commencer à mettre des boules de graisse, je vais dire au mois de décembre, où les oiseaux ne risquent plus de trouver de nourriture, et de donner ces petites boules de graisse jusqu'au mois de mars, avril, tout ça dépend évidemment du temps. Et dès qu'on voit que la nature permet de nouveau de nourrir les oiseaux, eh bien d'arrêter de nourrir. Parce que sinon il y a une accoutumance et l'oiseau n'ira plus chercher sa nourriture dans la nature, elle viendra toujours à la boule de graisse. Elle a tout à fait raison. S'il y avait l'une ou l'autre urgence aujourd'hui en matière de protection d'une espèce en particulier, s'il y a urgence, ce serait sur laquelle? Sur laquelle faut-il agir de manière vraiment urgente, où vous vous dites, voilà, là maintenant c'est 10D-20, quoi. Mais on a 2 ou 3 espèces comme ça en région wallonne qui sont, je veux dire, au seuil de disparition de notre région. Maintenant, c'est des espèces tellement rares que ça concerne des zones très limitées du territoire. On a, par exemple, le grand hamster d'Europe. Donc c'est un petit hamster, en fait, qui ressemble, si on veut, à ses lointains cousins d'élevage, qui vit encore dans une petite zone du côté de Warren, dans des plaines agricoles. Donc là, on a entamé des actions, des démarches vis-à-vis des agriculteurs concernés pour les convaincre de mettre en place des mesures qui sont favorables à l'espèce. Et donc, dans des cas comme ceux-là, lorsqu'on vise certaines zones précises du territoire, et même dans pas mal d'autres cas, la concertation avec les gestionnaires, principalement des agriculteurs ou dans d'autres cas des forestiers, est capitale. Donc nous essayons dans notre travail de tous les jours au département de la nature et des forêts d'assurer, de convaincre réellement les gestionnaires de faire un geste pour la nature, et le hamster est un exemple. Un autre exemple peut-être, c'est le tétralyre qui vit dans la réserve des Hauts-de-Fagne. Donc c'est un oiseau dont il reste quelques couples pour l'instant. Il vit dans une réserve, donc on pourrait se dire parfait, tout va bien. Maintenant, une réserve, c'est une zone limitée. À partir du moment où les populations tombent sous un certain niveau seuil, eh bien là, c'est vrai qu'on a des problèmes à les maintenir, puisque elles ont en général d'une certaine dynamique de population, de plusieurs sites qui s'échangent des individus. Donc là, on est dans une situation assez grave. On prend à l'échelle locale une série de mesures pour la gestion de l'habitat en faveur de cette espèce. Maintenant, se rajoute à ça le changement climatique qui n'est pas favorable au maintien de l'habitat, qui sont des zones tourbeuses, qui pourraient à terme continuer à évoluer de manière défavorable. Il y a aussi là-dessus la problématique de certains prédateurs. On parlait tout à l'heure des coréidés, des renards. C'est des prédateurs d'espèces d'oiseaux qui nichent au sol, et c'est le cas de cette espèce-là. Donc voilà 2 exemples. Il y en a d'autres, mais... Alors ici, une question sur les chauves-souris. On nous demande, ceci, il paraît que la chauve-souris est indispensable à la chaîne de la vie. Est-ce vrai, et pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Mais tout animal est important pour la chaîne de la vie. Et la chauve-souris, quand on nous téléphone pour dire, monsieur, nous avons trouvé une chauve-souris, qu'est-ce que je dois faire? Elle a un problème. On leur dit, amenez-nous. Et puis, moi, je dis aux gens, mais c'est bien que vous avez des chauves-souris chez vous. Si vous avez des chauves-souris chez vous, c'est ça. Si vous avez des chauves-souris chez vous, c'est que votre maison est saine et la qualité de l'air. Alors, tout animal qui est dans la nature est utile. Alors, pour répondre à la question de l'intervenant précédent, il est grand temps, je ne suis pas un écologiste, je suis un défenseur de la nature, il est grand temps de respecter la nature. C'est pas un gros mot, écologiste, hein, vous savez? Non, ce n'est pas un gros mot du tout. Non, pas du tout, ce n'est pas un gros mot. Je suis protecteur de la nature, et il est grand temps pour tout de respecter la nature. Mère Terre nous donne beaucoup,
mais on ne lui donne pas en retour ce qu'elle pourrait attendre. On ne la respecte pas assez. Et même s'il y a, par exemple, beaucoup de corneilles, beaucoup de pies, la chaîne trophique est abîmée, n'est-ce pas? La chaîne trophique, il y a des espèces, comme disait Madame Liégeois, qui sont en voie de disparition. Il faut savoir qu'en région wallonne, ils ont fait une étude, sur 20 ans, il y a plus de 45% d'espèces animales, végétales, qui ont disparu dans nos zones. Donc, à la région wallonne, c'est quand même grave. Alors ici une question précise parce que là on a fait peur. Enfin, avec l'échinococo, c'est ça? Oui. Bonjour, j'habite Liège. Il y a un champ derrière mon jardin où se trouve une petite dizaine de jeunes renardeaux. C'est vrai que c'est joli à regarder, mais ils sont de passage régulièrement dans mon potager où j'ai des légumes et fruits rouges, genre mûres et framboises. Y a-t-il moyen de vacciner contre l'échinococose ou doit-on faire appel aux eaux et forêts pour les neutraliser? Non, il n'existe pas à ce jour un traitement en Belgique contre l'échinococcus. Maintenant, bon, je ne veux pas faire peur. C'est pas le vampire du Loch Ness, mais c'est une maladie qui est grave, qui peut mettre plusieurs années. Alors, ce que je conseille à cette personne, c'est que ces légumes, elle les nettoie convenablement. C'est tout. Et il n'y aura pas de soucis. Alors ici un rappel à l'ordre, Lucienne qui nous dit « J'aimerais une réponse nette. Faut-il, oui ou non, continuer de nourrir les oiseaux en été? Car j'entends deux avis et j'aimerais savoir lequel est le bon. » J'ai pas eu l'impression d'en avoir entendu moi deux, mais faut-il nourrir les oiseaux en été? Non, ce n'est pas nécessaire. On ne le conseille pas. En tout cas, pas chez nous. Ils doivent trouver ce qui leur est nécessaire dans la nature, et notamment des graines ou des insectes. Sinon, ils ont justement un rôle à jouer en tant qu'imitateur d'insectes, tout comme les chauves-souris d'ailleurs, qui rendent ce service-là. Et c'est vrai qu'en plus de ça, pour l'oiseau lui-même qui se reproduit, c'est peut-être pas très bon de ramener des graines de mangeoires à ces oisillons. Je ne m'y connais pas trop, mais on m'a signalé que certains auraient pu ramener des graines de tournesol qui sont un petit peu trop grosses pour les oisillons. Donc je pense qu'en c'est pas la peine de les étouffer. Il vaut mieux mettre à disposition des ressources naturelles. Ici, et c'est vrai que ça me ramène à ma propre enfance aussi, Théo qui nous dit « Quand j'étais enfant, ma grand-mère avait toujours 2 ou 3 orvets dans son jardin, chasseurs de nuisibles. Qu'en est-il aujourd'hui? On ne les voit plus. » Il y a encore des orvets? L'orvet n'est pas une espèce qui se porte forcément mal parce que cette espèce peut occuper des habitats assez variés. On peut aider ce genre d'espèces en laissant dans le fond de son jardin, notamment des tas de pierres ou des vieilles tuiles en dessous desquelles l'orvet peut éventuellement se cacher et se chauffer. Maintenant, il y a des zones du territoire qui sont, je veux dire, plus dépourvues que d'autres et desquelles certaines espèces ont déjà, si pas disparu, voire fortement reculé. Donc il faut revoir où habite l'auditeur. Alors ici, un témoignage, quelqu'un qui nous dit « Je vis dans la région de Spa, où j'ai la chance d'être propriétaire d'un grand terrain, grand à l'échelle de notre petit pays, surpeuplé bien sûr. Contrairement à mes voisins, j'ai réduit la pelouse et le jardin bien domestiqué à la portion congrue, les alentours immédiats de la maison. Pour le reste, l'herbe et les buissons croissent librement. On fauche 1 à 2 fois par an. J'ai fait creuser 2 mares, dont une assez vaste, et planté d'arbres indigènes. Depuis quelques années, je constate l'augmentation et la diversification du nombre d'oiseaux. Les hirondelles, malgré leur raréfaction généralisée, continuent à nicher sous les corniches, et les moineaux, que nous ne voyons plus depuis environ 15 ans, sont revenus nicher. Il y a des libellules, des grenouilles, des couleuvres à collier. Mais je constate avec chagrin que tant les anciens que les néo-ruraux sont indifférents à la problématique. C'est chez les citadins, bruxellois en particulier, que je trouve le plus d'options qui correspondent aux miennes. Il y a tout de même une petite SBL dans mon village, qui est assez enthousiaste de ma démarche et envisage de m'aider à la gestion dans le but de créer un maillage écologique avec d'autres zones de la région. J'en suis tellement fière. Voilà, c'était Isabelle qui nous envoyait ce mail. Mais c'est super, je crois qu'il faut en parler justement. Pour que ça fasse boule de neige. Alors ici, Maryse qui nous envoie ceci. Je voudrais apporter une précision à propos de la législation bruxelloise sur les renards urbains. La région bruxelloise s'est dotée d'une législation tout à fait en avance sur les 2 autres régions du pays. À Bruxelles, les renards sont protégés. Voilà, il y a débat. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été là tous les deux ce matin. Merci à tous nos auditeurs aussi qui ont participé de manière très active à cette émission. On se retrouvera demain.
si vous le voulez bien. Merci à l'équipe Sandra Veras, Catherine Sorel et Laurent Mélissen. La programmation musicale, elle, était assurée par Arnaud Quitelier. Voilà, bon retour chez vous, bel été. Merci. Ne donnez pas à manger aux oiseaux. Et puis quand vous taillez vos haies, faites bien évidemment attention, ne taillez pas trop souvent. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Retrouvez toute autre chose tous les jours de la semaine de 10h à 11h30. La première.